Bonsoir à toutes et toutes. Je suis devant vous effectivement pour vous parler de mon travail en tant que chargé de médiation scientifique et culturelle. Donc juste pour me présenter rapidement, alors je vais pas être très original, je pense. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que je me suis passionné par les sciences, entre autres avec C'est pas sorcier, Jamie et Fred. Et après, c'est tous les reportages, notamment de la BBC avec Nigel Marven sur la Terre des dinosaures qui m'ont orienté sur la géoscience avec une petite attirance pour la paléontologie et forcément les dinosaures. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études de géosciences à Besançon, où j'ai rencontré notamment Gaëtan. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette belle image de l'anticlinal de la citadelle, avec les couches du Bajocien et du Bâtonien que vous pouvez voir si vous allez dans notre cité byzantine. Donc, en parallèle de mes études, j'ai eu la chance d'avoir un job d'agent d'accueil au musée de Montbéliard, mon musée d'enfance, vu que je suis montbéliardais, et j'ai pu en fait commencer à partager mes connaissances, à me frotter au monde de la médiation. Donc, en tant qu'étudiant, partager mes connaissances aux visiteurs, partager mes connaissances à mes collègues. Donc, c'est la galerie Cuvier du château de Montbéliard, donc Cuvier qui est considéré comme le père de la paléontologie moderne. Et ça m'a permis justement non seulement de comprendre ce que c'était que de transmettre ses connaissances, que ça soit à des enfants de 3 4 ans comme à des adultes qui ont déjà des connaissances, et surtout savoir vulgariser mes propos, parce que entre spécialistes, on peut aller vraiment dans les détails, alors qu'avec du public non averti, il faut vulgariser pour justement réussir à transmettre cette information. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, j'avais de quoi m'amuser, hein, vraiment. On avait quelques fossiles, on avait quelques dessins de Cuvier, mais surtout, c'est cette partie-là dans laquelle je me retrouvais le plus souvent. Donc, on avait tous les fossiles régionaux, donc du Carbonifère avec Ronchamp, du Jurassique avec de l'Ichthyosaure, de l'Allosaure, et un peu plus tard avec les ours que vous voyez au fond. On a refait l'exposition suite à mon stage de fin d'études. Et vous avez également toute la partie de Romain Laroche, donc un Aven qui a été trouvé dans les années 90 et qui a permis de mettre en lumière du mammouth, du rhinocéros laineux, du lion de caverne et d'autres petites joyeusetés. Donc, c'est vraiment ce job étudiant en fait qui m'a donné envie de continuer dans la médiation. C'est pour ça que mon stage de fin d'études, je l'ai fait toujours au musée de Montbéliard. Ça a fait une bonne partie de mon cursus. Donc, j'avais un inventaire de collections paléontologiques à faire. Donc, c'était surtout du recollement et un petit peu d'identification. Et ce recollement a permis de refaire l'exposition des ours des cavernes que vous avez vu tout à l'heure. Et ça m'a vraiment donné, c'est vraiment c'est vraiment le déclic qui m'a dit, bah, je vais essayer de continuer dans ce métier de médiateur scientifique. Donc j'ai été officiellement médiateur scientifique en 2022 dans l'exposition Anatomie comparée des espèces imaginaires de Jean-Sébastien Steyer, qui est paléontologue au CNRS de Paris. Alors vous avez peut-être vu cette exposition, elle est itinérante, donc elle a commencé à Montbéliard, elle est allée ensuite à Nantes, elle est allée à Auxerre, au musée de Buffon en Bourgogne. Actuellement, elle est au musée de l'Odève. Si jamais je fais un petit coup de pub. Et c'est vraiment génial. On va dire, c'est un délire de geek pour parler franchement. Le but, c'est de parler anatomie comparée, les bases de la paléontologie sur des espèces qui n'existent pas. Donc, expliquer comment un dragon crache du feu, comment un dragon pourrait voler, tout en restant, d'un point de vue scientifique, tout en restant juste à ce niveau-là. Expliquer que bah voilà, si un dragon doit cracher du feu, faut qu'il ait un gaz inflammable, faut que il ait des dents en silex et potentiellement des écailles en fer pour pouvoir faire une étincelle et allumer justement ce gaz. Donc juste pour vous parler, une petite aparté sur ce crâne de dragon qui est basé, je pense que vous l'aurez noté, sur un crâne de spinosaure. C'était vraiment, pendant 6 mois, je me suis vraiment éclaté à parler de cette exposition, à présenter ces animaux imaginaires au grand public. Et je me suis éclaté à faire des fiches. C'est là où j'ai vraiment compris que bah, fallait faire des fiches, fallait partager ses connaissances, s'adapter au public et réussir surtout à capter l'attention. Parce qu'il y en a qui passaient parce qu'ils avaient vu l'expo et ça avait l'air de leur plaire. Il y en a, ils venaient juste pour le côté un petit peu science-fiction. Il y en a d'autres qui venaient juste pour le côté paléontologique. Donc il fallait justement s'adapter à tous ces publics. Donc, suite à cette bonne expérience, j'ai réussi à obtenir le poste que j'occupe actuellement, donc au Gouffre de Padirac, en tant que médiateur scientifique et culturel. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Gouffre, je vous ai mis quelques photos, c'est assez sympathique. Bon, c'est du réseau karstique
on va dire classique. La seule petite différence notable, c'est que, comme la grotte de la Bouiche, notamment dans les Pyrénées, vous pouvez vous balader en fait sur la rivière souterraine. Là, c'est avec des guides bateliers et des barques. Et à la Bouiche, c'est avec des guides et un système de cordage où vous tirez dessus pour faire avancer votre barque. Donc voilà pour la petite image de présentation et d'illustration de cette rivière souterraine. J'y reviendrai juste après. Juste pour les petits rappels géologiques, je ne vais pas vous faire l'affront de rentrer dans les détails. Donc, Padirac, on est dans les couches du Quercy, donc on est dans des couches du Jurassique, on est dans l'ère Mésozoïque. Donc, pour la précision, on est dans le Dogger, hein, on a surtout des couches bâtonien-bajocien. C'est les couches que vous pouvez voir hein, si jamais vous descendez dans le gouffre de Padirac. Là, on est juste avant les premiers ascenseurs. Donc, on a une alternance de calcaire mi-critique et de calcaire marneux. Notamment dans ce calcaire marneux, dans ces interbonds marneux, on peut trouver des petits fossiles de pectène. Là, vous l'avez en lumière naturelle et en lumière UV pour leur faire ressortir un petit peu. Et dans les couches du basocien, donc quand vous êtes à 103 mètres sous terre, vous avez surtout des calcaires oolithiques. Et dans ces calcaires oolithiques, vous avez également des vacuoles. Et certaines fois, ces vacuoles sont remplies de calcite. On a des petites géodes et qui sont particulièrement sympathiques à voir sous UV. Donc, je vous ai dit Jurassique, forcément, on a la Tétis. On avait des lagons type Bahamas, notamment pour le bâtonien et le bajocien. C'est ce qui a permis de déposer toute cette boue carbonatée, tous ces carbonates tout ce carbonate de calcium. La mer va se retirer fin Crétacé. On va fissurer tout le plateau calcaire qui a été déposé au Jurassique. On a évidemment, lors de l'orogenèse pyrénéo-alpine, surtout lors de la formation des Pyrénées, une grosse fracturation qui va se faire. L'eau peut commencer à passer. Vu qu'elle est acide, elle va grignoter ces fractures, agrandir le réseau. Et on a vraiment le début de la formation du réseau karstique de Padirac vers la fin paléogène. Donc voilà hein, ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence, qu'on faisait les petits détails techniques. Il y a pire comme bureau. J'aime particulièrement pouvoir me balader justement dans le gouffre et dans le réseau karstique. Donc la fissuration va avoir des périodes d'érosion très intenses après cette fissuration, notamment au quaternaire avec les alternances de glaciation-déglaciation. Le réseau se creuse de manière synchrone avec la Dordogne. Quand il y a des glaciations, forcément, l'érosion est un peu plus intense. Et on va creuser des salles souterraines, dont le gouffre de Padirac et la salle du Vendôme. Et quand l'érosion souterraine va rejoindre la surface, on a justement ces éboulements et l'ouverture de ces gouffres et de ce gouffre qui est assez sympathique. Si jamais, pour vous donner la taille, il y a 33 mètres de diamètre et 75 mètres de profondeur. Donc voilà la petite vue simplifiée du circuit de visite de Padirac. Donc si jamais vous êtes jamais allé, il y a 3 kilomètres de visite en aller-retour, dont 1 kilomètre qui se passe sur la rivière souterraine. Donc vous descendez tranquillement et à partir de l'embarcadère, vous êtes sur la rivière avec les bateliers. Et c'est à ce moment-là que les guides bateliers vous parlent justement de la partie scientifique et historique du gouffre de Padirac. C'est les guides bateliers qui se transforment en guides conférenciers et médiateurs, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, évidemment, 3 kilomètres de réseau visitable, mais en totalité, il y a un petit peu plus. Donc, il y a 20 kilomètres entre le gouffre et les exurgences dans la commune de Montvalent. Donc, entre l'exurgence Saint-Georges et la Finou. 3-4 mois de voyage pour l'eau pour ressortir. Et en totalité, il y a 44 kilomètres qui ont été explorés depuis 1889. Depuis la découverte, première exploration du gouffre de Padirac, notamment par Martel. Et pour vous donner une petite idée, voilà ce que ça donne à l'heure actuelle avec deux, trois affluents en plus. Je vous ai mis également les siphons qui ont notamment été explorés et traversés en 96 par Bernard Gauche, pour le citer, et Clément Chaput en 2014. Donc Bernard Gauche, si jamais, est passé par la Finou et Clément Chaput par Saint-Georges. Un petit peu de spéléothème quand même, on est dans un réseau karstique, il faut que je vous parle des concrétions. Alors, je vous en ai sélectionné trois, les plus emblématiques pour moi. Vous avez la Grande Pendeloque, alors on triche un petit peu, c'est trois cascades de calcite qui sont fusionnées pour donner cette stalactite. Donc 60 mètres de long, environ 600 000 ans. C'est que de la datation relative, on n'a pas encore fait de datation absolue. On aimerait bien en faire, je vous en reparlerai un peu plus tard. La Grande Colonne, 75 mètres de long, donc 750 000 ans en relatif, et environ 920 tonnes. Et à droite, vous avez la pile d'assiettes avec un de mes prédécesseurs, Jean-François Mangin, qui occupait mon poste avant. Donc, une stalagmite emblématique des hauts plafonds. On a la goutte d'eau qui arrive de tellement haut qu'elle vient littéralement s'éclater sur le calcaire, sur le bourg calcaire, et elle va projeter la calcite de manière concentrée. Et on a justement ces petites piles d'assiettes qui vont grandir progressivement. Bon, je suis obligé un petit peu de parler des formes de vie, c'est
les visiteurs, c'est le premier truc qu'ils nous demandent. Donc on a toujours des chauves-souris qui sont au-delà des aménagements. On les voit notamment le soir. Elles ressortent par le gouffre pour aller se nourrir des insectes qui sont autour en surface. Donc on a les deux plus grands modèles cavernicoles d'Europe, le grand murin et le grand rhinolophe. On a également la sérotine commune, qui est la première qui sort au crépuscule, et la minioptère de Schreibers, désolé pour les germanophobes, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est la chauve-souris la plus classique dans les réseaux karstiques. C'est celle qu'on appelle prince ou princesse des cavernes. On en retrouve notamment des colonies grégaires de plus de 100 000 individus dans les réseaux karstiques en Slovénie, le réseau de Kras notamment. Donc, combien il y en a à l'heure actuelle, je ne saurais pas vous dire. Le dernier recensement date de 96. Donc, on espère pouvoir relancer un recensement prochainement. Et bien évidemment, je vais vous parler aussi des stigobies, notamment les deux plus emblématiques de notre réseau, de la rivière souterraine. On a Niphargus, donc je vais dire crevette pour simplifier, même si c'est pas un décapode, c'est un amphipode. Donc 1 à 2 cm de long, blanc, un ophtalmique. Il a développé des petits barbillons pour pouvoir se balader dans l'eau, pour pouvoir se déplacer sans avoir les yeux. Il peut rester 6 mois en dehors de l'eau dans un environnement humide et il peut passer jusqu'à 200 jours sans manger et se nourrir d'argile s'il y a besoin. Donc vraiment des formes de vie qui ont évolué pour le réseau karstique où il n'y a ni lumière, très peu de nourriture et, euh, et une vie pas forcément très, très facile. Et à droite, vous avez une bitinelle. Alors, est-ce qu'elle est endémique de Padirac ou non? Ça, je ne saurais pas vous dire. Il n'y a pas de consensus scientifique dessus. Donc, en attendant, on va juste l'appeler bitinelle. Donc, 2 millimètres de long, des escargots d'eau douce. Eux, ils sont pas dans la partie visitable de la rivière. Ils sont au-delà des aménagements. Mais on peut en parler quand même. C'est assez sympathique à voir. On voit surtout les niphargus le matin ou le soir quand on allume, on éteint les lumières. Les bitinelles, c'est vraiment les expéditions spéléologiques qui nous les ont montrées. Donc, mes principales missions en tant que médiateur scientifique, c'est de participer à la formation, enfin, les formations scientifiques et historiques du personnel, qu'ils soient permanents ou saisonniers. Donc, il faut aussi que je crée et que j'anime toutes les médiations auprès du public, que ce soit scolaire ou visiteur classique, j'ai envie de vous dire. Je crée également des visites à thème. Là, la dernière en date, alors, j'ai repris le concept de mon prédécesseur, Mathieu Yglé, pour le citer et lui faire un coup de pub. Nous, on a juste un petit peu peaufiné le truc avec la manageuse de la section batellerie. C'est les soirées explorateurs où vous pouvez descendre à la lumière de la bougie comme en 1898, à l'inauguration officielle. Donc c'est vraiment tourné, c'est un peu théâtralisé avec les guides bateliers qui sont en costume. On a également tout ce qui est visite VIP. Là, on part plusieurs heures avec les visiteurs qui le souhaitent pour vraiment approfondir le sujet et avoir vraiment un moment d'échange avec eux. Et on va essayer de faire revenir pour l'an prochain. Alors, c'est encore en cours. Je ne sais pas si ça sera abouti ou non, mais potentiellement les visites guidées. Donc, repartir au lieu d'un audio guide, repartir avec des audiophones pour pouvoir faire des petits groupes de visites. Donc là, je spoil un peu, si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, il y a tout ce qui est création de contenu pédagogique pour pouvoir justement transmettre les connaissances, que ce soit auprès du public scolaire ou du grand public en termes général. Et je participe également à la surveillance du site, que ce soit d'un point de vue hydrogéologique ou géotechnique. Et évidemment, je m'occupe des réponses aux interviews sur toute la partie scientifique et un petit peu historique également. Donc pour la formation, en fait, il y a vraiment une grosse partie formation sciences et histoire. Et il y a également la formation visible, que ce soit VIP ou soirée explo, comme je vous le disais il y a quelques instants. Et la deuxième partie, ce sont les ateliers scolaires. J'ai notamment le chapiteau des sciences que vous voyez là. Alors la photo date un peu, maintenant j'ai un peu plus de tables. Je peux aller jusqu'à 40 enfants en même temps pour faire les ateliers. Donc la formation scientifique au sens large, qu'est-ce que je fais? Je leur redonne vraiment, je leur donne les bases géologiques en fait. Je leur fais un petit cours de géologie générale, les états géologiques, les, qu'est-ce qui s'est passé au cours des temps géologiques, également les durées, le pas de temps. Donc, je pense que vous connaissez tous cet exemple. Bon, alors là, je remets sur une année. On peut mettre également l'échelle chronostratigraphique sur un jour ou sur une heure juste pour leur montrer que voilà, le précambrien, le paléozoïque, mésozoïque, ça a des pas de temps différents par exemple, l'apparition de l'homme. Si on prend Homo sapiens il y a 300 000 ans. Donc si on met tout ça sur une année,
Homo habilis est apparu le 31 décembre à 21h. Sapiens, on est là depuis grosso modo 1 heure. Donc les remettre un petit peu, les faire un peu réfléchir sur tout ça et sur la durée de la vie de la planète. Ensuite, évidemment, on va parler un petit peu de calcaire. On est dans un réseau karstique, donc les couches du calcaire. Je ne sais pas si vous avez reconnu la photo, c'est une photo que j'ai prise à la source de la Loue, dans, en Franche-Comté, dans le Jura. Donc voilà, leur expliquer comment se forme le calcaire, comment se forment les autres roches, mais surtout insister sur la formation du calcaire, comment se forme ensuite un modèle karstique, un réseau karstique au sens large, parler un petit peu des causes du karst, comment se sont formées ces dernières. Et ensuite, on va du plus général jusqu'au plus spécifique. Donc, une fois qu'on a parlé de tout ça, on parle du système karstique de Padirac. Également, les trésors paléontologiques qu'on a retrouvés, alors pas dans la partie visitable, dans un autre affluent qu'on appelle l'affluent de Joly, donc en 93. Notamment là, on retrouve de l'ours des cavernes et des molaires de mammouth. Donc vraiment leur montrer le patrimoine géologique et paléontologique et également un peu archéologique. On a retrouvé des silex qui ont été taillés et des bifaces. Et ensuite, parler du gouffre de Padirac depuis les premières explorations en 1889. Vous avez notamment Édouard Alfred Martel ici, considéré comme le père de la spéléologie, et tous les aménagements qui ont été nécessaires pour voir le gouffre tel qu'il est à l'heure actuelle. Et ensuite, une grosse partie qui est encore en cours de développement, donc les ateliers scolaires. Pour le moment, j'en ai trois, deux principaux et un que je fais surtout pour les lycées et enseignement supérieur. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec des étudiants en BTS, donc BTS tourisme, ils étaient bien contents de faire un petit peu de géologie. Donc le premier, c'est vraiment entre chimie et géologie. Bon, le but, on l'a tous fait quand on était plus jeune, c'est de leur faire dissoudre du calcaire avec un petit peu de vinaigre. Mais là, je leur montre granit, calcaire, je leur montre la différence entre les deux. Je leur fais faire un protocole scientifique. Alors vraiment, pour les tout petits, j'explique de A à Z, et puis pour les plus grands, c'est eux qui vont faire le protocole scientifique, et on va un petit peu plus dans les détails, notamment avec les équations chimiques. Mais là, c'est vraiment comment on peut faire une hypothèse, enfin, qu'est-ce que c'est une hypothèse, qu'est-ce qu'on fait comme hypothèse, comment on vérifie l'hypothèse, qu'est-ce qu'on fait si l'hypothèse n'est pas vérifiée. Et au fur et à mesure, ok, on l'a fait dans le bécher avec éprouvettes et autres. Comment maintenant on explique la formation du gouffre de Padirac, qu'est-ce qui s'est passé? Et à la fin, en fait, c'est juste, voilà, qu'est-ce qu'a creusé le gouffre de Padirac? S'ils retiennent que c'est l'eau et l'acide, moi je suis content, c'est parfait. Et le deuxième atelier scolaire, donc il est là depuis 1 an, c'est formation du réseau karstique du gouffre. Bon, j'ai repris ce qu'on a tous fait à la fac. Bon, alors ça, on a un peu moins poussé. Des bacs à sable. Donc, on mime les couches géologiques de manière analogique et on fait ouverture d'un bassin de sédimentation, compression pour faire des chaînes de montagne. Toujours pareil, on fait de la démarche scientifique, hein, initiation à la démarche scientifique, comment on peut vérifier une hypothèse, qu'est-ce qui se passe, comment sont formées les chaînes de montagne, un petit peu d'introduction à la tectonique des plaques et au cycle de l'eau. Et à la fin, la grosse conclusion, on fait les couches géologiques, compression, massif central, on refait un bassin de sédimentation, on fait les causes du Quercy, ensuite on repart en compression avec la formation des Pyrénées, et on a notre petite coupe et on a notre vision analogique qui marche plutôt pas mal. Cette année, alors j'ai pas la photo, j'ai rajouté une petite pompe à eau avec du colorant bleu. Comme ça, il y a le tuyau qui passe et je mime le réseau karstique du gouffre de Padirac. Et après ces ateliers, les enfants vont visiter le gouffre et c'est là où ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont vu. Enfin, ils peuvent mettre en pratique, oui, ce qu'ils ont vu en atelier scolaire et poser des tas de questions au batelier. Évidemment, pour les plus petits, il y a le petit cadeau à la fin, le petit goodies, le petit diplôme de géologue en herbe. Alors évidemment, je leur fais la blague que s'ils sont au collège, il est valable que jusqu'au brevet. Une fois qu'ils ont le brevet, il n'a plus aucune valeur. Et ça plaît toujours et je me dis peut-être que ça peut lancer une petite vocation ou, comme moi, quand j'étais à leur place, leur donner envie de continuer dans les géosciences. Et comme je vous disais, pour les plus grands, que ce soit lycée ou supérieur, c'est vraiment un atelier d'initiation à la cartographie et aux coupes géologiques. Le but, c'est on prend voilà la carte sur un fauteuil, un flogéole ou la carte papier, et je leur fais en fait un trait de coupe du gouffre de Padirac jusqu'à Montvalon. Et le but, alors j'exagère un petit peu l'épaisseur des couches géologiques. Bon, après, c'est monoclinal hein, au grand maximum. Et je leur explique ce que c'est que des failles. Je leur montre comment représenter le réseau karstique, donc la rivière souterraine,
dans leur coupe. Et ça leur permet vraiment d'avoir voilà, une petite initiation, excusez-moi, pour lire une carte géologique et après pouvoir comprendre ce qui se passe sous nos pieds. Donc après, comme je vous disais, je participe aussi activement à la surveillance du site. Donc surveillance constante, on bosse pas mal avec des entreprises de géotechnique qui viennent notamment avant chaque ouverture pour faire des purges, que ce soit au niveau des roches autour de l'orifice, notamment avec la végétation qui pousse, les racines qui s'infiltrent, la gélifraction et également tout ce qui est structure de visite parce qu'on a pas mal de filets. Donc vérifier les filets, voir s'il faut tendre des filets à certains endroits ou simplement les nettoyer. On a aussi, alors on est toujours en train d'en installer, mais on a quelques outils justement de mesure. On voudrait en rajouter par la suite. Donc on a notamment, c'est l'image que vous avez là, une sonde de montée des eaux. On a juste avant le réseau, enfin juste avant la rivière souterraine vue par les visiteurs, on a ce qu'on appelle le trou du diable ou la grande arcade où on a une retenue d'eau d'environ une vingtaine de mètres. Donc par exemple là en octobre on a fermé. C'est la dernière fermeture en date puisque on a eu plus de 20 mètres d'eau. Le trou du diable a débordé et d'un point de vue sécu c'était pas terrible. Donc avec la sonde on peut prévoir ça sans problème. On a aussi des capteurs dans l'orifice, des extensomètres, des clinomètres pour vérifier justement le mouvement des couches en surface. On voudrait mettre par la suite des capteurs de température et de CO2 afin de surveiller tout ce qui pourrait être, tous les changements géochimiques qui pourraient être dus notamment au dérèglement climatique. Et de manière régulière, on fait des prélèvements d'eau et de sédiments pour analyse, pour justement surveiller le circuit de visite et la rivière souterraine du gouffre. Alors, vu qu'on est un site touristique et on fait beaucoup de visites par an, je pense que vous le savez, au mois d'août, on peut aller jusqu'à 8000 visiteurs par jour. Pour vous donner une petite idée, la première année d'ouverture du gouffre, on était à 8000 visiteurs par an. Du coup, ça veut dire pas mal de visiteurs et pas mal de petites mains qui peuvent toucher les concrétions, qui peuvent toucher la roche, qui peuvent l'abîmer notamment. Donc, il y a plusieurs panneaux qui ont été rajoutés pour rappeler qu'il ne faut pas toucher les concrétions, qu'il ne faut pas toucher la roche. Il y a aussi pas mal de pédagogie de la part de toutes les équipes, que ce soit à l'accueil en haut, des bateliers sur la rivière, des équipes de la boutique ou même de l'audio-guide. On rappelle justement dans le discours de l'audio-guide qu'il ne faut pas toucher. Bon, ça n'empêche pas évidemment les petites mains baladeuses. Mais pour le moment, on n'a pas eu de cas de spéléothèmes qui sont cassés ou de bouts qui ont été emmenés. Comme j'avais entendu il y a quelque temps, on avait une touriste, je ne sais plus dans quelle grotte ça s'est passé, qui avait piqué un bout de concrétion pour avoir un souvenir. Et sinon, pour tout ce qui est protection faune et flore, alors on limite l'éclairage sur le chemin de visite. On éteint bien évidemment après les visites, on ne laisse pas le gouffre allumé toute la nuit. On voudrait, alors personnellement, mon directeur technique et moi-même, et ainsi que d'autres personnes sur le site, on voudrait justement relancer les campagnes de comptage des espèces vivantes dans le réseau, notamment les chauves-souris, pour savoir à peu près combien il y en a, si les populations ont baissé depuis 96 ou non. On limite la spéléologie au-delà des aménagements, alors sans but scientifique ou pédagogique derrière, il n'y a pas de spéléologie, on va dire, sportive dans le réseau du gouffre. Et il y a quelques années, ils ont mis en place des toilettes sèches proches de la rivière, parce que pas de toilettes en bas, c'est pas terrible. Donc il y a au moins des toilettes sèches pour éviter tous les rejets potentiels dans la rivière. Donc voilà, merci pour votre attention, et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.